Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Cyclisme sur piste, les pistards de l'équipe de France s'entraînent actuellement au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines en vue des championnats du monde. L'événement est programmé du 2 au 6 mars à Londres. Les détails dans cette édition. Tennis, l'Open de la Verrière a débuté ce week-end au parc Philippe Cousteau. Plus de 150 joueurs seront présents pendant les 3 semaines de compétition. Reportage à suivre. Basket, l'Ignimontain Tommy Ségor, 19 ans, joue actuellement aux États-Unis à Cleveland. Il est aujourd'hui considéré comme un espoir du basket français. Nous le recevrons dans quelques minutes avec son mentor Corneille. Et puis l'essentiel de l'actualité sportive du département, nous parlons notamment des 6 heures de la colline d'Elancourt, une compétition programmée ce week-end à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les pistards de l'équipe de France s'entraînent actuellement au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines avec en ligne de mire les championnats du monde, une compétition qui sera organisée du 2 au 6 mars à Londres. Les images sont signées à Mélanie Poquet. Les pistards de l'équipe de France repartent à la conquête des podiums internationaux. Après le triomphe des Français au championnat du monde 2015 à Saint-Quentin-en-Yvelines, les cyclistes remettront en jeu leurs 7 médailles obtenues pendant la compétition en mars prochain à Londres. On a quand même de fortes chances sans présager effectivement de l'avenir, mais on est l'une des nations qui est forte sur la vitesse individuelle, on a un titre sur le keirin, on a un titre sur la vitesse par équipe, donc ça c'est pour le sprint. Et puis sur l'endurance, là aussi, encore retravailler nos fondamentaux sur la poursuite par équipe et la poursuite individuelle. Pour remporter des médailles, les pistards ont commencé leur phase de préparation au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, une piste de 250 mètres semblable à celle de Londres. Donc on s'entraîne toutes les semaines avec un plan d'entraînement pour définir des pics de forme et des périodes de récupération aussi. Et donc ça se passe comme ça et puis ça se passe très bien ici dans un cadre où le travail peut être très bien fait. Les Français auront à cœur de briller pendant les championnats du monde tout en gardant un œil sur l'objectif prioritaire de la saison, les Jeux Olympiques de Rio l'été prochain. C'est le fil rouge de la carrière de tout sportif, donc c'est clair que les sprinteurs l'ont dans la tête depuis déjà les Jeux Olympiques de Londres. Ils sont tous revanchards après avoir terminé 2 fois avec 2 médailles d'argent. On a fixé 6 médailles, dont 4 espérées en or. Ça c'est le niveau minimum. Parce qu'on a des talents, parce qu'on a des vrais champions. Et puis le travail qui est engagé quand même depuis quelques mois commence petit à petit à les faire avancer. De toute façon, on ne va pas aux Jeux Olympiques pour faire deuxième à un moment donné. Les profils qu'on a sont tout à fait capables en termes de capacité et d'expérience à pouvoir aller chercher cette médaille d'or. L'année 2016 sera-t-elle placée sous le signe de la victoire pour l'équipe de France de piste? La réponse à la fin des Jeux Olympiques le 21 août prochain. L'une des têtes d'affiche des championnats du monde de Londres sera une nouvelle fois le pistard de l'équipe de France, François Pervis. L'Ignimontain, avec 5 titres mondiaux raflés ces 2 dernières années, fait figure d'épouvantail. Nous l'avons rencontré. Nous sommes avec l'Ignimontain François Pervis, champion du monde du keirin, champion du monde du kilomètre et champion du monde de vitesse individuelle. Et nous sommes à quelques semaines des championnats du monde qui se dérouleront à Londres du 2 au 6 mai. Alors François, la question est simple. Est-ce que vous êtes prêt pour ces championnats du monde? Pour l'instant, je ne suis pas prêt. Il nous reste encore quelques semaines avant d'arriver au championnat du monde. Donc on est toujours en phase de préparation et d'entraînement intensif. D'accord. Et là, pour l'instant, du coup, c'est quoi vos entraînements, votre quotidien? Toujours 2 entraînements par jour, entrecoupés entre de la muscu, de la route ou des sprints sur la piste. Et très bientôt, j'ai une Coupe du Monde quand même, ma dernière compétition avant les championnats du monde. Et ce sera à Hong Kong. Et ce sera ma sélection en gros pour les championnats du monde et ensuite pour les Jeux Olympiques. Donc c'est une Coupe du Monde très importante. Du coup, cette Coupe du Monde passe avant les championnats du monde. Vous n'avez pas du tout la tête pour l'instant aux championnats du monde? Non, pour l'instant, j'ai vraiment la tête à la Coupe du Monde à Hong Kong, mi-janvier. Et donc pour moi, c'est très important parce que c'est ma sélection, c'est quasiment la seule chance qui me reste pour me sélectionner et pour bien y figurer en vue des championnats du monde et qui ensuite me sélectionneront pour les Jeux Olympiques. Et donc l'idée pour vous, c'est vraiment de prendre les compétitions après les compétitions parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques qui vont arriver très rapidement. Oui, mais il faut être qualifié pour les Jeux Olympiques. Il faut être qualifié, voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut aller étape par étape, marche par marche. Donc la prochaine étape, c'est la Coupe du Monde de Hong Kong. Et pour l'instant, j'ai la tête qu'à Hong Kong. Et donc si vous êtes qualifié du coup à Hong Kong pour ces championnats du monde, quels seront vos objectifs là-bas? Ça sera
de la préparation en vue des Jeux Olympiques, ou est-ce que le but, ça sera de garder vos médailles que vous avez acquises ici au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines? Si je peux garder mes titres de champion du monde, tant mieux, je ne vais pas me gêner. Mais en tout cas, ma tête sera plutôt à Rio parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas être au top de la forme au mois de mars et au top de la forme au mois d'août. Donc les championnats du monde, on va y aller sans trop d'ambition, sans trop de grosses ambitions parce qu'il faudra rester frais et dispo mentalement et physiquement pour les Jeux Olympiques. Donc ces championnats du monde, on va malheureusement les prendre comme ils viennent. Par contre, on sait que vous êtes un compétiteur avant tout. Je ne pense pas que vous y alliez à Londres juste pour regarder les autres gagner. Non, c'est vrai. J'ai pas envie de perdre ce beau maillot-là, donc j'ai envie de le garder. Donc, comme je dis, je vais pas me gêner pour essayer de le garder, quelle que soit la discipline. Par contre, il y a de grandes chances que je ne fasse pas le kilomètre parce que c'est plus olympique et je vais garder ma fraîcheur physique pour les la épreuves vitesse et pour le keirin. Pour les épreuves olympiques. Parce que peut-être que les championnats du monde serviront de dernière sélection en vue des Jeux Olympiques. Donc c'est important que je me focalise seulement sur les épreuves olympiques. Vous êtes actuellement peut-être le meilleur sprinter sur le keirin. C'est votre épreuve phare. Vous ne voulez pas la perdre, cette course? Non, oui, c'est vrai. Ça fait 2 années de suite que je suis champion du monde en keirin. Ça s'est très peu vu. J'ai regardé l'historique des champions du monde en keirin. Ces 20-30 dernières années, il n'y a qu'un coureur qui a réussi à gagner une 2e fois de suite le titre de champion du monde de keirin. Donc moi, là, je le suis pour une 2e fois. Donc pourquoi pas? Donc là, vous allez rentrer dans l'histoire. Jamais 203, voilà. Encore une nouvelle fois, essayer de rentrer dans l'histoire après mon triplé historique en 2014 à Cali et mes 2 records du monde. Pourquoi pas être le premier qui gagne 3 titres de champion du monde de keirin d'affilée. Et surtout, maintenant, vous avez pris goût à la victoire. C'est vrai que les 7 dernières épreuves que j'ai faites au championnat du monde, ces 2 dernières années, j'en ai gagné 6. Donc forcément, oui, j'ai pris goût à la victoire et il faut que ça continue. Et il y a une attente aussi de la part du public français, maintenant qui vous connaît. Voilà, il y a eu votre double page, votre une sur le quotidien L'Équipe. Vous ne voulez pas les décevoir. Non, c'est vrai. Et puis j'ai des partenaires aussi qui me font confiance et auxquels je dois remercier aussi en gagnant. C'est important. Donc il faut aussi qu'ils comprennent que les Jeux Olympiques cette année, c'est vraiment l'événement phare de l'année et qu'on ne peut pas courir tous les lièvres à la fois. Et je pense que ça, tout le monde l'aura compris. Mais en tout cas, je ne vais pas au championnat du monde en traînant des pieds. J'y vais vraiment aussi pour gagner, mais avec la forme du moment, qui ne sera pas forcément une forme d'un championnat du monde habituellement, mais un petit peu en deçà, parce qu'il faut garder sous le pied pour les Jeux Olympiques. Vous aviez bien préparé les championnats du monde juste avant les JO. Et finalement, au JO, ça ne s'est pas concrétisé. C'est peut-être ça le piège aussi cette année. Justement, ce piège-là a été effectué en 2008 au dernier jeu, en 2012 au dernier jeu à Londres et en 2008 aussi aux Jeux de Pékin. Donc maintenant, on s'est rendu compte de ça. Donc c'est pour ça que les championnats du monde, là, on les prend plus ou moins comme ils viennent, parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut être performant et être à 100% à Rio au mois d'août, on ne peut pas être déjà à 100% au mois de mars. Donc on essaie d'apprendre de nos erreurs et on va essayer d'être performant, mais sans plus pour les championnats du monde. Donc c'est plus une phase peut-être de préparation, peut-être un gros entraînement? Pas un gros entraînement parce que c'est comme des titres de champion du monde, c'est pas à négliger. Moi j'ai mis 12 ans avant d'avoir mon premier titre de champion du monde, donc je peux pas dénigrer un titre de champion du monde. Mais cette année, c'est sûr que puisqu'il y a un événement qui est planétaire, qui est au-dessus avec les Jeux Olympiques, les championnats du monde, forcément, ils ont un petit peu moins de valeur cette année. Et on fait en conséquence. Donc la conséquence fait que les championnats du monde cette année, on va y aller, on va essayer de gagner, mais on ne met pas toutes nos billes pour les championnats du monde. Et pour vous, ça représente quoi les Jeux Olympiques? Ça représente le Graal. Hein. Quand on est champion olympique, on change. C'est interplanétaire. C'est quasiment indescriptible parce que là, ça me fait sortir de l'anonymat pour un sport comme le mien qui n'est pas forcément très très connu. Et puis on n'est pas connu que seulement des cyclistes dans le monde entier, on est connu de toute la population mondiale. Quand tu es champion olympique, tu passes sur toutes les télés du monde. Et personnellement, moi, je vis pas dans le regard des gens.
Mais pour mes partenaires, c'est très important. Et puis pour pouvoir en avoir de nouveaux. Et puis aussi parce que sportivement parlant, les Jeux Olympiques, c'est ce qui fait rêver tous les sportifs de haut niveau. C'est le Graal, c'est la compétition ultime à gagner. Si on vous avait dit il y a 15 ans que vous seriez peut-être à la limite de gagner une médaille d'or olympique, vous l'auriez cru ou pas du tout? Bah, peut-être oui, parce qu'en 15 ans, je me dis peut-être qu'il y a 15 ans, bon voilà, j'ai 15 ans d'entraînement, peut-être que je progresse et puis ça peut être possible. Aujourd'hui, ça l'est, donc je compte pas passer à côté. Et en tout cas, l'encadrement, le staff fait tout pour que tous les cyclistes sur piste soient au top pour ces Jeux Olympiques? Oui, on a beaucoup de réflexions, on se remet en question. La fédération met les moyens qu'il faut, fait son possible. Et nous, avec les entraîneurs et le staff, le médical, les kinés, les ostéos, avec l'hydrothérapie et tout, on se donne vraiment les moyens de réussir. Et on fait de notre mieux pour se donner à 100% et pour être champion olympique. Donc vous n'avez pas d'excuses, il faudra ramener l'or, c'est ça? Il faut ramener l'or, mais comme on dit, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et quand on manque d'argent, on ne peut pas développer, on ne peut pas aller dans le développement extrême, par exemple du matériel, des casques, des combinaisons. Donc on est aussi limité quand même hein, par rapport au budget que la fédération a. Mais en tout cas, on essaye de bien utiliser ce budget et on se donne à fond pour y arriver. Donc, moi, je suis plus du genre à me trouver des excuses, mais en tout cas, on fait avec nos moyens et on se donne à fond pour rien regretter. Donc en tout cas, on vous souhaite de remporter cette médaille d'or. Merci beaucoup François Pervis. Merci. Après une large page cyclisme, on passe au tennis. Le 13e Open de tennis de La Verrière a débuté ce week-end au parc Philippe Cousteau. Cette année, plus de 150 joueurs vont s'affronter jusqu'au 31 janvier. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. C'est l'un des temps forts de ce début d'année pour le sport saint-quentinois. Le 13e Open de tennis de La Verrière s'est ouvert ce week-end au parc Philippe Cousteau. Pour cette édition 2016, 150 joueurs venus principalement de la ville nouvelle se sont inscrits pour participer à la compétition. C'est souvent les secondes séries qui viennent marquer des points. Pour être prof de tennis, il faut justement être seconde série. Et les jeunes qui souhaitent être professionnels, finalement, essaient de marquer des points en début de saison. Comme c'est le début de saison, au mois de janvier, c'est bon à prendre. Le tableau masculin compte 100 joueurs âgés de 15 à 69 ans. Chez les dames, une cinquantaine de joueuses se sont inscrites au tournoi. Objectif de chaque participant, soulever la coupe le dimanche 31 janvier après une victoire en finale. On ne le fait pas pour perdre, bien sûr, on le fait pour essayer d'améliorer un petit peu le classement et puis pour voir un petit peu où on se situe, mais plutôt pour s'amuser un petit peu aussi. D'aller le plus loin possible, ouais. Mais je sais même pas, en fait, les filles contre qui je joue, je connais même pas leur classement, donc juste je regarde pas et je viens jouer et appliquer les conseils que j'ai eus pendant tous les cours et tous les entraînements. Pour ce rendez-vous, un seul juge-arbitre officie pendant le tournoi. Le fair-play est donc mis à l'honneur. Les joueurs s'auto-arbitrent. C'est la raison pour laquelle on demande aux joueurs, effectivement, d'être sportifs. Si la balle est faute, ou du moins il y a un jugement où on n'a juste pas sûr d'être faute, etc. Donc on remet 2 balles. Vous voyez, c'est de bonnes... on se fait confiance, quoi. L'anti-jeu ne devrait pas exister. En semaine, les matchs sont programmés de 18 à 22 h. Le week-end, les premiers échanges débutent à 9 h et se terminent à 20 h. On continue ce magazine par du basket. Tommy Ségor, jeune Montain de 19 ans, ancien meneur de l'entente Le Chesnay Versailles, joue actuellement au Spire Institute, une école implantée à Cleveland. Il a été repéré l'été dernier par des recruteurs américains lors d'un camp d'entraînement aux États-Unis. Nous avons la chance de recevoir sur ce plateau Tommy Ségor et son mentor, Corneille, créateur du CBCLA, le camp qui a permis à Tommy d'être sélectionné. Bonsoir. Bonsoir. Alors Tommy, vous êtes revenu pour les vacances de Noël, ici en France. Est-ce que ça a fait du bien tout simplement de recharger les batteries en famille? Bah oui, c'est sûr, parce que avec maintenant je revois la famille, les amis, donc c'est sûr que ça fait du bien. Je peux revoir Corneille aussi, je peux voir un peu tout le monde, donc ouais, c'est sûr que ça fait du bien avant de repartir bientôt. Là. Et l'intégration aux États-Unis a été plutôt facile ou compliquée ces quelques semaines compliqué que vous avez quand passées même. aux États-Unis? Compliqué, ouais. C'est-à-dire?
Parce qu'au au niveau des entraînements, enfin, au niveau de la langue aussi, il y a eu... Mais après, les joueurs là-bas sont assez amicales. Donc ils m'ont bien intégré, donc j'ai pu bien m'adapter au fil du temps. Justement, cette barrière de la langue, elle n'est pas trop compliquée à gérer quand on joue au basket pour se faire comprendre de ses coéquipiers, par exemple? Mais après, dans le contexte basket, ça va, c'est pas très compliqué vu qu'en France, on parle souvent, les mots qu'on utilise au basket sont souvent en anglais, donc comme certains termes, donc j'arrive beaucoup à comprendre quand c'est niveau basket, ça va. Et il y a beaucoup d'étrangers également dans Oui. votre équipe, hein. Vous n'êtes pas le seul petit étranger Non, non. à part dans son coin, Non. vous êtes plusieurs, hein. Il y en Il y a a plusieurs beaucoup. nationalités. Oui, il y a des Turcs, Slovènes, Espagnols, Italiens, Chinois, il y a un peu de tout. Corneille, est-ce qu'il faut être fort dans sa tête pour tenter ce type d'aventure? En tout cas, quand on y va, il faut être préparé. Il ne faut pas se dire qu'on y va par hasard. Donc, mentalement, il faut se dire qu'on a un objectif. On vient là-bas, on a un objectif. On sait très bien qu'on va avoir des difficultés, des obstacles à surmonter. On a la difficulté de la solitude parce qu'on se retrouve tout seul là-bas, même s'il y a d'autres étrangers, qu'on n'est pas le seul étranger. On est quand même tout seul, la famille est loin, comme il a dit juste avant. Donc il faut être préparé mentalement, c'est ce qu'on avait essayé de faire à travers le camp, faire une préparation mentale assez importante et le préparer aussi pour justement pouvoir affronter ces difficultés. Donc oui, c'est difficile, mais quand on a un objectif en tête et qu'on est prêt mentalement, on surmonte tout ça. Quelle est la clé justement? C'est le mental, Oui. Corneille? Oui, en un mot, oui. Si le mental y est, on peut aller, on n'a pas de limite. Vous faites un peu le dos rond là, c'est ça en ce moment, justement, Tommy? Aux États-Unis, vous faites un peu le dos rond, vous voyez un petit peu comment ça se passe et peut-être justement que vous allez intégrer votre place en tant que titulaire à part entière dans l'équipe. Bah, c'est le but, c'est de prendre la place des joueurs qui étaient là avant moi, enfin des joueurs qui sont plus forts que moi actuellement. Donc moi, mon but, c'est de progresser le maximum possible pour ensuite avoir une place assez importante dans l'équipe. Le coach vous fait confiance là pour l'instant ou c'est un petit peu compliqué? C'est pas qu'il ne me fait pas confiance ou non. Enfin, il me donne, quand il me fait rentrer sur le terrain, c'est plutôt pour défendre. Parce que j'ai voulu montrer directement que j'aimais défendre, que je pouvais défendre. Donc souvent, quand il y a des joueurs que certains n'arrivent pas à tenir, bah, souvent je rentre sur le terrain pour essayer de les tenir. Justement, là, on vous voit en ce moment même, on va avoir l'infographie qui va apparaître justement à l'écran. Voilà, avec ce maillot-là. Oui. C'est avec ce maillot-là que vous jouez tous vos matchs, du coup? Oui, enfin, on joue en blanc ou en bleu. Et après, on n'a pas toujours le même numéro, ça change. Et vous tournez à combien de points par match pour l'instant? Vous avez peut-être des statistiques ou pas du tout pour l'instant? Non, pas de stats. D'accord, c'est plutôt des matchs amicaux, oui, voilà, que vous avez réalisés? Oui, c'est des matchs amicaux, c'est pas sous forme de championnat. Et le niveau est aussi bon qu'on le dit aux États-Unis? Ou il n'est peut-être pas comme vous l'espériez? C'est un très bon niveau. Après, c'est comme partout. C'est pas, parce que souvent, les gens en France, quand on dit les États-Unis, on pense directement à la NBA, l'université, les joueurs tout le monde dunk, mais il y a des joueurs qui sont banals, qui sont pas forcément très forts. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bons joueurs. Mais il y a des joueurs comme en France qui sont pas forcément très forts. Et vous trouvez qu'il y a un gouffre entre la France et les États-Unis ou finalement le gouffre est restreint? Je pense. Non, il y a une grosse différence entre la France et les États-Unis. Niveau mentalité, ouais. Parce qu'aux entraînements, c'est souvent soudé. Quand on voit qu'il y a un ou deux joueurs qui ne sont pas dedans, par exemple, qu'on va faire des entraînements assez physiques, bah, tout le monde, les joueurs qui sont un peu plus au-dessus vont les encourager, les pousser vers l'avant. Alors qu'en France, c'est souvent chacun dans son coin, moi je veux réussir. Alors que là-bas, c'est plus famille, c'est plus tout le monde s'aide. Donc c'est plutôt cool. Corneille, vous le suivez à distance, Tommy? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je le suis. On s'appelle assez régulièrement pour savoir un petit peu comment il évolue. Je pense que le plus difficile pour lui actuellement, c'est que depuis quelques années qu'on a évolué ensemble, notamment avec Maxime Ross ou Raphaël Raguet, il a toujours été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe.
Donc c'était le pilier. Là, il se retrouve dans un contexte où déjà, il est à l'étranger. La concurrence est plus rude. La concurrence est rude et il ne fait pas partie des meilleurs joueurs forcément tout de suite. Donc là, il va falloir qu'il fasse un peu le dos rond, qu'il observe beaucoup, qu'il travaille dans l'ombre de manière à pouvoir leur prendre leur place d'ici quelques mois, ce que j'espère en tout cas. Et quel est le programme pour la suite du coup, Tommy? Vous retournez aux États-Unis là, je crois jeudi. Jeudi, oui. Et du coup, pareil, la même chose, vous allez recommencer les entraînements tout de suite, dans l'immédiat? Oui, directement, dès que j'arrive là-bas, j'arrive le soir, donc après je dors, et le lendemain matin, directement, on nous emmène, après les entraînements, ils recommencent. Et cette aventure vous donne envie de devenir basketteur professionnel? Ça vous donne encore plus envie d'être basketteur? Parce que c'est vraiment une belle expérience, parce que justement, grâce à Corneille et au CBCLA, j'ai pu aller jouer aux États-Unis, où j'y croyais pas trop, mais maintenant je peux, donc ça me donne vraiment envie d'aller encore plus loin, d'atteindre le meilleur niveau que je puisse avoir. Et vous vous êtes fixé une deadline peut-être pour passer professionnel? Non, pas du tout. Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, à n'importe quel âge, on ne sait pas ce qui peut arriver. Par exemple, il y a souvent des joueurs qui disent à 23, 24 ans, c'est fini, mais pour moi, je me dis qu'à n'importe quel âge, on peut entre guillemets percer. Corneille, il en a les capacités? Alors, en tout cas, il va travailler pour. Le CBCLA, le rôle du CBCLA va être de l'accompagner maintenant dans sa formation. Il est au début de sa formation aux États-Unis. Donc le camp qui a permis à Tommy d'être opéré. C'est ça. Et maintenant qu'il est aux États-Unis, c'est le début de sa formation. Donc il faut qu'on le suive et qu'on le mette dans d'autres dispositions pour éventuellement qu'il y arrive, ce que je l'espère en tout cas, et le CBCLA aussi lui espère, et on va l'accompagner. On va terminer par une question simple. Quel est votre plus grand rêve, Tommy? Ça serait de jouer en NBA? Oui, comme tout basketteur, je pense. Donc, jouer professionnel, le plus grand rêve. Bon, on vous le souhaite en tout cas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Donc c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. On continuera à vous suivre, Tommy, aux États-Unis. On donnera régulièrement des informations sur vous. Merci à vous. On zoome à présent sur les 6 heures de la colline d'Elancourt. La première édition des 6 heures de la colline d'Elancourt était programmée ce dimanche. 60 coureurs ont participé à cette course à pied non officielle organisée par la plateforme internet Kikourou. Le principe, chaque participant devait réaliser le plus de tours possible en 6 heures. Romain Respigny pour le montage. De la boue, des températures plutôt fraîches et des pentes ardues, les conditions extrêmes n'ont pas découragé ces mordus de course à pied. Ce dimanche 10 janvier, ils étaient une soixantaine à participer à la première édition des 6 heures de la colline d'Elancourt, une compétition non officielle organisée via la plateforme communautaire Kikourou. On compte les tours et avec le nombre de tours, on saura combien de dénivelé chaque participant aura parcouru. Mais c'est vraiment pour le fun, il n'y a absolument pas de classement officiel. Après, parmi les gens que vous avez vu passer, il y en a qui courent plus vite que d'autres. On a quelques petits champions, on va dire, voire de bons champions même. Donc je pense qu'eux vont finir avec certainement plus de tours que les autres. Mais c'est pas grave, ça fait partie du fun, ils sont là pour ça. Et nous, on est là pour ça, mais il n'y a absolument pas de compétition. Chaque tour mesure 1,4 km avec 125 mètres de dénivelé, un tracé pensé spécialement pour les experts en course à pied. On est des trailers. Alors les trailers aiment bien la montagne. Le problème c'est que dans les Yvelines, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Donc du coup, ici c'est pas mal parce que sur une distance assez courte, on peut réussir à faire des petits dénivelés sympas. Là en l'occurrence, sur une dizaine de kilomètres de mémoire, sur 14 km, on arrive à cumuler 1200 mètres de dénivelé, ce qui est pas mal. C'est pas les Alpes, mais presque. Aujourd'hui c'est rendu difficile à cause de la boue. Donc on a même positionné des cordes à certains endroits pour faciliter la montée. Les descentes sont très techniques. Une compétition également pour la bonne cause. La plupart des participants ont fait des dons en faveur de l'association Aliénor, une structure qui forme des chiens guides pour les non-voyants. C'est au bon vouloir de chacun, tout simplement, en se sentant concerné ou moins. La finalité était malgré tout de se retrouver entre coureurs avant la participation à cette association. Au regard du succès rencontré pour cette grande première, une deuxième édition pourrait être organisée dans les prochains mois. On passe à présent à l'essentiel des résultats du week-end. On commence cette rubrique résultats par le Dakar 2016. 2 Yvelinois sont actuellement en course pour ce rallye raid. Jean-Pierre Garcin de Montesson est actuellement à la 35e place du classement après 4 étapes à 2h47 minutes et 20 secondes du leader Sébastien Loeb. De son côté, Jean-Philippe Thériault de la Selle Saint-Cloud est 58e de la compétition à plus de 5 heures des leaders. Les deux concurrents yvelinois ont pour objectif de terminer la course.
On passe au rugby, le Sky n'en finit plus de gagner. Les hommes coachés par Thomas Payan ont enregistré une nouvelle victoire à l'extérieur sur le terrain de Triel-les-Mureaux. Le score 27-10 pour les Saint-Quentinois. Avec cette victoire, le Sky Rugby reste leader de cette poule 3 avec un bilan parfait de 10 victoires en 10 matchs. Un sans faute qui leur permet de conserver la tête du championnat avec 5 points d'avance sur le deuxième Clermont. On reste dans le rugby, mais on redescend d'une division. En première série, Montigny-Bretonneux a certainement perdu tout espoir de monter. Les Îles-Montins ont perdu 34-17 sur le terrain de l'Olympique columérien. Une défaite lourde de conséquences. Les joueurs de Seine-et-Marne comptent désormais 10 points d'avance sur les Yvelinois. Montigny reste tout de même solidement ancré à la 3e place du classement et peut toujours viser la 2e place. Un mot de football à présent en division Excellence. Maurepas continue sa formidable remontée au classement. Les Morpasiens ont battu ce week-end à domicile Poissy sur le score de 4-2 en match en retard. Conséquence, les Saint-Quentinois pointent désormais à la 5e place du classement avec 24 points à 8 unités du podium. On jouait également en National 3 de basket. Trappes est sur une très bonne dynamique. Les Trappistes se sont imposés 64-37 sur le terrain de Malakoff lors de la 11e journée. Les hommes de Mustapha El Afidi ont remporté ce match grâce à leur défense de fer. Au classement, l'ESC Trappes remonte à la 6e place du championnat avec cette 2e victoire en 3 matchs disputés. On termine cette rubrique résultats par du handball. Promu cette année en National 1, Montigny a enregistré une nouvelle défaite à l'extérieur sur le terrain de Fleury-Loiret lors de la 11e journée. Une contre-performance qui risque de peser lourd dans la balance en fin de saison. Les Îles-Montaines sont désormais avant-dernières de la poule 1 avec 16 points engrangés. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. Très belle soirée sur TVFI 78.